Salut Philippe. Salut Jean-Yves. Donc nous allons proposer une émission chronique anticapitaliste qui va revenir un petit peu sur les bases du système capitaliste, sa mise en œuvre, comment tout ça est soutenu, y compris inconsciemment par beaucoup de gens, et comment on pourrait éventuellement s'extraire de ce système. Mais bon, on va faire les choses tranquillement. Et donc pour cette première émission, nous allons passer en revue les préjugés monétaires, donc, qui sont issus d'un ouvrage de Philippe Landeux, donc, que nous avons avec nous, Ouais. donc, qui est sorti l'année dernière, en 2018, à la fin de l'année, et qui s'appelle La théorie de la propriété. Et d'ailleurs, préfacé par toi. Et que j'ai préfacé, exactement, et c'est un grand honneur, parce que c'est un ouvrage révolutionnaire, et je pense qu'à la fin de l'émission, les auditeurs pourront le confirmer. Donc déjà, pour revenir rapidement sur la notion de préjugé, j'avais relevé quelques citations d'un grand auteur, Nicolas Gomez d'Avila, qui sont issues d'un recueil d'aphorismes de 2001. Rien de plus dangereux que de heurter les préjugés de qui affirme n'en avoir aucun. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des préjugés, mais ne savent même pas qu'ils les ont. C'est tellement ancré dans la vie de tous les jours, dans la nature du système, qu'on a l'impression que c'est naturel, alors que ça ne l'est pas forcément. C'est une construction, et comme il pourrait y en avoir d'autres. Ça correspond effectivement bien à ce qu'on va aborder. Et à propos de citation, j'en citerai une autre, moi, celle de Einstein, qui disait il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Et oui. Voilà, c'est un peu toute la difficulté de ce à quoi on s'affronte. C'est ça, c'est ça. Donc on revient sur les préjugés monétaires. Pour ceux qui ne se procurent pas le livre, qui est disponible dans un article en ligne sur ton blog, Philippe Landeux. La base, puisque historiquement, comment se font les échanges avant la monnaie par le troc. Donc dans le système de troc, on échange des objets entre eux. Alors déjà, en fait, il faudrait juste dire que la monnaie fonctionne selon le schéma du troc. C'est un troc indirect via de la monnaie qui représente des objets en termes d'unités et qu'on échange, voilà. Oui, c'est-à-dire que toi, tu zappes évidemment toute la partie dans laquelle on commence par échanger des produits finis, et puis ensuite des objets de référence plus faciles, et puis jusqu'à la monnaie virtuelle même qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Là, il ne s'agit pas de faire l'historique de la monnaie, c'est juste d'étudier les mécanismes du troc, parce qu'en fait, ce sont des mécanismes du troc et de ses conséquences que découlent les préjugés qu'on va étudier. Parce qu'en fait, on a intégré, sans s'en rendre compte, le fonctionnement de ce système et ses conséquences. Et c'est ça, en fait, qui devient les préjugés. Donc on passe au premier préjugé, donc, qui vient de cette simple définition du troc, qui est un échange d'objets. Les premiers préjugés découlent du fait que le troc est un échange d'objets. Ce qui entraîne quoi? C'est qu'on part du principe qu'un échange, c'est nécessairement un échange d'objets entre individus. D'autre part, que l'enjeu de l'échange, ce sont les objets eux-mêmes. Et donc, il y a un côté matérialiste, en fait, derrière tout ça, quoi. Évidemment, l'échange ne regarde pas l'État ou la société, il est purement individuel. Absolument, ouais. Et c'est tout le paradoxe, c'est que l'État, en fait, cautionne ce système-là, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe entre individus. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que pour faire le troc, il faut évidemment mettre des objets en équivalence. Oui, effectivement. La caractéristique du troc, c'est de mettre des objets en équivalence. On échange un objet contre un autre, ou des objets contre un autre, et de là, en fait, naît la notion de valeur marchande, qui se perpétue ensuite avec la monnaie. La monnaie qui est à la base une unité de valeur. Pourquoi est-ce qu'on recourt à de l'unité de valeur? Parce qu'on est dans un mode d'échange qui recourt justement à cette notion de valeur marchande. Et à partir de là, c'est ancré en nous. On est obligé de conceptualiser cette idée de valeur marchande. Voilà. Et on est tellement obligé qu'elle devient nécessaire. C'est-à-dire on ne peut plus faire sans. Donc derrière se passe évidemment ce qui doit arriver. C'est cette valeur des choses qui va primer sur tout le reste. Le but, c'est d'établir des échelles de valeur, c'est tout. Et de trouver la valeur du produit par rapport aux autres. Dans un premier temps, c'est les objets eux-mêmes qui sont au cœur des échanges, et ça se transpose ensuite, puisque c'est la monnaie incarne les objets sous forme d'unité, c'est la monnaie qui finit par primer, qui devient l'obsession, l'enjeu.
D'autant plus que, comme on va le voir, les droits passent par la monnaie. Dans le système monétaire, les droits passent par la monnaie. Donc forcément, comme on a besoin de droits, des droits que l'on doit acquérir aux dépens d'autrui, puisque, encore une fois, c'est du troc. La monnaie, au départ, on l'a pas dans les mains, on la produit pas soi-même, il faut la récupérer sur quelqu'un d'autre. D'une manière ou d'une autre. En général, c'est par le travail, mais ça peut être de 1000 manières. C'est cet aspect qui est potentiellement antisocial. En fait, toute cette logique-là est antisociale, de A à Z. À tous les niveaux, c'est antisocial. Quand on parle dès le départ d'échanges entre individus, il n'y a aucune dimension sociale. On ne parle pas de citoyens, on parle d'individus. Le caractère social, que ce soit des objets de l'échange, des protagonistes de l'échange, du cadre de l'échange, etc., de la finalité de l'échange, il n'y a aucune dimension sociale. Jamais. C'est tout le paradoxe, puisque l'échange est quand même au cœur de ce qu'on appelle la société. Voilà, exactement. C'est pour ça que, par exemple, quelque chose comme le vol n'a pas d'importance dans un échange. On peut très bien, si on se fait pas gauler, utiliser de l'argent mal acquis ou n'importe quoi. D'une part, mais déjà, il y a une part de vol qui est légale, tout simplement. Par le jeu des valeurs, on te vole. Le vol est légalisé. T'as des gens qui travaillent pour une misère, qu'est-ce que c'est? C'est du vol en réalité. Ils sont réduits à un esclavage. Mais comme on leur donne un petit peu d'argent, c'est pas du vol. On légalise quelque chose qui en fait est totalement illégal et immoral. Ce qui est illégal, c'est de voler de force. Ça, c'est illégal. Mais si ça passe par le jeu de la monnaie, c'est légal. Tu vois, on peut te faire payer l'eau, on peut t'assoiffer, mais ça, c'est pas illégal. À partir du moment où quelqu'un a décrété que si l'eau est payante, ça, c'est légal. Voilà, donc ça c'est dans on a appelé la marchandisation de tout, c'est-à-dire que la valeur marchande qu'on a assignée, on va évidemment de plus en plus l'assigner à n'importe quoi. Voilà. Et évidemment, les grands trusts, les grands groupes et quelques États qui dirigent l'organisation mondiale vont pouvoir s'octroyer le droit de dire ce qui est monnayable, ce qui ne l'est pas, et évidemment, ça l'est de plus en plus. Évidemment, la finalité, c'est que tout doit l'être. Et à quel prix? Et la conséquence, c'est que tout sera détruit. Alors, on peut parler d'environnement, de n'importe quoi, évidemment de la vie des gens, etc. On est dans un système monétaire. On est dans un système fondé sur la notion de valeur. Tout ce qui peut s'échanger a une valeur potentielle. Donc, et en fait, tout peut s'échanger. Donc, au final, tout peut avoir une valeur. Et tout a une valeur, et tout a un prix, et tout devient marchandise. Mais ça, c'est la logique du système. Hein. Si on ne veut pas de cette conséquence, il faut refuser la logique elle-même. Mais on ne peut pas refuser la marchandisation tout en acceptant le système monétaire. L'un va de pair avec l'autre. Donc là, tu dis ça pour certains naïfs qui n'ont pas réfléchi à la question monétaire, mais qui pleurnichent sur la marchandisation de tout. De toute manière, on est entouré de gens qui dénoncent des problèmes sans remonter à leur cause. C'est quasiment universel, hein, parce que on parle d'un aspect, mais c'est vrai sur tous les aspects. Là, on va continuer à aborder d'autres facettes. Tout le monde tombe dans l'un ou l'autre des travers qu'on va énoncer. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que c'est utile de tout remettre à plat comme nous le faisons. Et donc, le point 4, on revient en fait à cette notion d'échange d'objets. Cette notion d'échange d'objets a des conséquences. On a vu que la monnaie était du droit, et en fait, dans le système monétaire, il faut échanger, et donc donner de la monnaie, c'est-à-dire en fait se dépouiller de ses droits. Ça, c'est une chose qui paraît naturelle. On a l'impression que pour avoir des droits, il faut s'en dépouiller. Pour avoir des propriétés, il faut céder ses droits. Ça, c'est un préjugé monétaire. Deuxième préjugé qui découle de ça, c'est l'idée que nos droits dépendent de quelqu'un d'autre. On n'a pas des droits en tant que citoyen, on a des droits si on a de la monnaie. Et comme la monnaie, on doit l'acquérir aux dépens d'autrui, ou sur autrui, ou grâce à autrui, une idée profonde ancrée en nous est que nos droits dépendent de quelqu'un d'autre. C'est ce que d'aucuns ont appelé la guerre de tous contre tous, entre guillemets. C'est ça, mais c'est exactement l'origine de cette idée-là, qui n'est pas fausse en réalité. Le système monétaire est une guerre permanente de tous contre tous, puisqu'il faut acquérir nos droits aux dépens d'autrui. Et on est obligé d'acquérir des droits. C'est ça, c'est ça. Et socialement, on l'entend de plus en plus avec maintenant des gens qui le disent et surtout qui le vivent, c'est-à-dire ils se battent pour ce qu'on appelle finir le mois. Voilà. Ouais. Maintenant, ça devient ça. Alors ça, ce sera encore une autre des conséquences qui est en fait l'inégalité. Mais on termine avec les préjugés liés au point 4. C'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, l'État ne joue pas son rôle. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de garantir les droits des citoyens. Là, quel rôle joue l'État? L'État se contente de faire appliquer les règles du jeu. Les règles du jeu monétaire, pas les règles du jeu social.
Ah oui, à partir du moment où le système est monétaire, l'État aussi, forcément. L'État cautionne, en fait. Bien sûr. Cautionne un jeu qui n'est pas du tout social, qui n'est pas dans l'intérêt de ses propres citoyens. Mais il cautionne, puisque le système est comme ça, il est bien obligé de cautionner de la manière qu'il cautionne cette notion de propriété, alors que quand on produit pour soi, a priori, ça ne regarde pas l'État. Eh bien, l'État cautionne quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne comme ça, tout le monde est pris dans ce cercle vicieux, et l'État n'a pas le choix, l'État cautionne. En fait, l'État intervient dans cette guerre de tous contre tous pour que ça ne devienne pas une guerre carrément ouverte. Et d'où ce que je disais aussi tout à l'heure, le seul vol qui est interdit, c'est le vol de force. Le vol à main armée, le cambriolage, ça c'est interdit. Oui, et pourtant, bon, ils sont légions. Ils sont légion quand même. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans ce système-là, l'important c'est d'avoir de l'argent, de la monnaie en fait, qui est valable dans toutes les mains. Donc peu importe comment on se les procurer, on peut se faire attraper parce on s'est procuré de la monnaie illégalement. On dit souvent que la monnaie est pratique. Ben oui, mais c'est pratique aussi pour tout ce qui est illégal. Bien sûr. Alors là, un petit bémol d'anticipation sociale par rapport à ça, c'est que l'argent liquide est de plus en plus contrôlé pour permettre sans doute une taxation systématique de toutes les transactions et enlever ce qu'on appelle le noir. Ouais, mais encore une fois, ça va donner du pouvoir à qui? C'est-à-dire que là, ce sera l'État qui sera le banquier du Monopoly, en gros. C'est ça. L'État et puis ses copains. De toute manière, ce sont déjà les gens puissants. Dire, tu regardes aujourd'hui, tous les médias sont détenus par les plus riches. N'appartiennent pas aux plus riches les choses dont ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, ils l'ont en réalité. Hein. Ah bah oui, par définition. On passe peut-être à la suite. Tout à fait, ouais. Donc le troc est un échange d'objets dont les premiers propriétaires sont les producteurs. C'est ça. À la base, on est censé échanger ce qu'on produit. À la fin, on arrive sur le fait que la société donc, va garantir le droit de propriété sur leur production à des producteurs qui ne produisent pas pour elle, mais pour eux. C'est ça. Donc, point suivant, la monnaie facilite le troc. Et c'est un fait, la monnaie facilite le troc, mais il y a l'idée que la monnaie est vitale, donc indispensable et indépassable. Et donc, on va faire des pieds et des mains pour la conserver, pour ne pas la remettre en cause. Quels que soient les problèmes, jamais on ne remet en cause la monnaie. Jamais. C'est ça, la seule chose qu'on va remettre en cause, et c'est un petit peu une boutade maintenant qu'on fait à chaque fois qu'un syndicat lance une grève, par exemple, ou qu'une corporation lance une grève, qu'est-ce que vous voulez? On veut une meilleure rémunération. Bah oui. C'est-à-dire, on veut rester dans le système, mais grignoter un petit peu plus. Voilà, on veut une part de gâteau. Hein. Dans un gâteau qui ne peut pas être partagé également. Donc, Quand on parle de préjugés, là, je veux dire, on est en plein dedans. Un mécanisme intrinsèque à la monnaie, c'est l'inégalité. On a dit que la monnaie reposait sur la notion de valeur marchande. La notion de valeur marchande n'a pas de sens s'il n'y a pas de différence de valeur. Alors, c'est en fait le résultat d'un compromis et qui est l'expression d'un rapport de force, c'est-à-dire que celui qui a les meilleures cartes en main va pouvoir faire céder les autres pour que tout le monde accepte son prix à lui. Voilà, tout simplement. Non, mais de manière simplement dialectique. Tu peux pas avoir la notion de valeur si tout a la même valeur. Ce qui veut dire qu'il y a donc des valeurs différentes, les choses ont des valeurs différentes. Mais la valeur des choses se traduit en monnaie, et la monnaie, c'est le droit des gens. Ce qui veut dire qu'au final, tu vas avoir des gens qui auront beaucoup de monnaie et d'autres qui en auront peu. On parle de préjugés, il y a beaucoup de gens qui naissent, ils savent toute leur vie que certains biens, ils ne les auront jamais. Ils le savent. Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est l'inégalité qui est intrinsèque au système. Et évidemment, c'est plus facile d'être riche quand t'es né riche que de devenir riche, en fait. La plupart des pauvres restent pauvres, la plupart des riches restent riches. Après, tu peux avoir des cas particuliers, mais grosso modo, les jeux sont faits dès le départ. Hein. Et ce système est intrinsèquement inégalitaire. Ça fait partie donc des choses qu'on voudrait combattre, sans comprendre que l'inégalité est inhérente au système. Oui, bon, ça... Le système donc est inégalitaire, individualiste et oligarchique. Tout le monde comprendra à qui je fais allusion quand je dis que le système monétaire ne peut pas être démocratique. On ne peut pas avoir un système intrinsèquement oligarchique et démocratique. C'est contradictoire. Mais bon, on a des gens qui veulent la démocratie et qui font, comme on disait tout à l'heure, ne vont pas à la cause du problème. Ils voient la cause du problème ailleurs que dans la nature même du système. Donc,
quels sont les préjugés qui sont attachés à cet état de fait, donc de l'inégalité systémique intrinsèque de la monnaie, du système monétaire? C'est que, du coup, pour les gens, l'inégalité est naturelle, c'est-à-dire que c'est naturel d'avoir peu d'argent, d'être bridé, de se priver, et de voir dans le même temps d'autres qui ont tout et qui détruisent tout. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Alors de plus en plus de gens le voient, mais ne font pas le lien justement avec la nature de ce système. Qui permet aux uns de tout faire et qui empêche les autres de tout faire. Voilà. Et on l'accepte. Non seulement on l'accepte, mais on le justifie. Pour accepter ce système-là, il faut se persuader que les gens qui ont l'argent, qui ont la monnaie, le méritent. Sinon, ce serait insupportable. Il faut qu'ils le méritent, que ce soit, on leur attribue de la réussite. Alors, qu'est-ce que c'est souvent la réussite? C'est d'avoir écrasé les autres, hein. On leur attribue des vertus, enfin, tout ce qui est positif, c'est pour les riches. Et évidemment, il faut justifier aussi la pauvreté, et donc tout ce qui est négatif, c'est pour les pauvres, hein. C'est des feignants, Ce sont des ratés. Voilà, Alors, il y a celui qui rate et celui qui réussit. L'argent est la mesure de toute chose. Donc du coup, le préjugé que finissent par avoir les gens, c'est que les inégalités, parce qu'ils les constatent quand même, n'ont rien à voir avec le système monétaire et l'argent, et elles viennent simplement des individus eux-mêmes, mettant ainsi mettant le système hors de cause. Voilà, c'est naturel. Voilà, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est pas une question d'argent, c'est juste que bah voilà, il y a des tocards et des vertueux, voilà. C'est ça. Et donc au-delà du système monétaire qui est ainsi absous, même si tout le monde sait que c'est la monnaie qui permet d'acheter, plus personne ne fait le lien entre cette monnaie et le fait qu'il y ait d'énormes inégalités. D'ailleurs, à ce propos, il est quand même marrant que les gens qui ne font pas le lien entre les droits et la monnaie, quand ils veulent réduire les inégalités, ils se lancent dans des mesures financières, de redistribution. C'est ça. Comment est-ce que la monnaie ne serait pas liée à l'inégalité si, pour compenser les inégalités, il faut adopter des mesures financières? Bon, il faudrait m'expliquer. C'est un petit peu comme si tu joues Monopoly, mais que de temps en temps, pour que la partie s'éternise, en fait, tu remets un petit peu à celui qui a pas trop, et puis ça repart, quoi. Voilà, ouais. Et pas trop, juste ce qu'il faut, quoi. Oui, mais et c'est pas une question d'argent. Ben si, bien sûr que c'est une question d'argent. Mais le système, derrière, n'y est pour rien. Comme s'il y avait une sorte Voilà, de dieu qui faisait ça comme ça, bon. Ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on va juste chercher toutes les excuses pour exonérer le système. Même quand ça crève les yeux que le problème est lié à la nature du système. Tout peut s'effondrer, mais on va quand même garder nos euros, hein. C'est ça, donc encore une fois, on parle de préjugés, c'est vraiment très très fort. Donc, on a dit donc, que la monnaie donc, établissait les prix. Tout a un prix et la monnaie symbolise le prix. La monnaie est échangée en contrepartie de biens ou de travail. Du coup, comme dit l'adage, hein, tout travail mérite salaire. En fait, ça devient inconcevable de rémunérer le travail autrement. Alors, non seulement ça, mais en fait, c'est une chaîne. Les choses ont un prix. Mais pourquoi est-ce que les choses ont un prix? Parce qu'en fait, on paye le travail. Comme on paye le travail, l'entreprise, pour payer le travailleur, ben, il faut bien qu'elle récupère de l'argent quelque part. Elle le récupère comment? Ben, en vendant ses produits. Et du coup, les produits ont un prix. Et comme les produits ont un prix, eh ben, pour que les gens puissent les acheter, il faut quand même de l'argent. Donc, pour qu'ils aient de l'argent, il faut qu'ils en aient quand ils travaillent, etc. C'est un cercle vicieux, en fait. Et ça, mais c'est admis. On est dans un cercle vicieux, mais voilà, c'est comme ça. C'est le gros argument. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et en plus, c'est comme ça, et surtout, quand on parle donc de travail qui reçoit un salaire en monnaie, on en revient à la question de tout à l'heure, qui était qu'il n'ait fait aucun lien avec le devoir vis-à-vis de la société ou sa propre citoyenneté, n'en parlons pas. Ah oui, non, voilà, C'est encore une fois, ça démontre une logique totalement antisociale. de manière générale, tes droits qui vont passer par la monnaie, te sont donnés par l'entreprise, pas par la société, par l'entreprise. Donc ça rejoint ce qu'on disait aussi au départ, à savoir que tes droits dépendent d'un tiers, et là, en l'occurrence, ils dépendent généralement de l'entreprise. Il y a des cas particuliers avec les commerçants, avec les détaillants, les entrepreneurs particuliers, mais de manière générale, tes droits dépendent de ton entreprise, qui peut te payer comme elle veut en réalité, hein. C'est ça. Et qui évidemment essaie toujours de te payer le moins possible. Alors évidemment, si on était égaux, Mais égaux en quoi? c'est-à-dire au sein du système monétaire, ce que d'aucuns ont appelé le communisme, on entend beaucoup dire soit il n'y aurait pas de propriété,
C'est-à-dire tout appartient à l'État qui redistribue sans passer par quoi que ce soit. C'est lui qui définit qui a quoi, sauf pour une petite élite du Soviet suprême qui se partage le gâteau. Ou alors, on entend aussi beaucoup, on aurait la même chose. Tout le monde aurait les mêmes biens, comme s'il n'y avait pas d'envie différente chez les gens. Excuse-moi, en fait, tu n'as pas énoncé la cause de ce préjugé, à savoir que la monnaie sert à acheter, c'est-à-dire à s'approprier. Donc, dans notre esprit, dans l'esprit des gens, pour posséder quelque chose, il faut l'acheter. Donc, il faut de la monnaie. Et donc, l'idée, c'est que, inversement, s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de propriété. Donc, un système qui serait égalitaire, donc sans monnaie, l'idée est qu'il n'y aurait pas de propriété, ce qui en fait est une absurdité. Bien sûr qu'il y aurait des propriétés. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais bien sûr qu'il y aurait des propriétés. À partir du moment où il y a des productions, il y a des propriétés. Bien sûr, bien sûr. Donc, la monnaie permet de payer et d'être payé. Et donc, on se dit nécessairement que la monnaie est vitale. Et qu'il est impossible de s'en passer. Voilà. Et surtout, il est impératif de justifier son existence, quoi qu'il en coûte. Tout à fait. Donc ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Un autre aspect, c'est la neutralité du système monétaire et de la monnaie. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est un simple moyen, c'est un outil, donc c'est neutre. Ouais. Alors, en fait, la monnaie, déjà, n'est pas neutre du simple fait qu'elle a des règles. Elle fonctionne selon des règles à elle. Donc, elle oblige les hommes à jouer à son jeu. Donc, en soi, c'est pas neutre. Ben, comme on le dit depuis le départ, le système monétaire est intrinsèquement inégalitaire. Ça se traduit forcément par une répartition inégale de la monnaie. Donc ça, c'est de manière, disons, macroéconomique. Alors effectivement, après, la monnaie, quand tu l'as dans les mains, elle a l'air neutre. Mais tu utilises la monnaie selon ses règles à elle. Tu vas la donner, ta monnaie. Pourquoi est-ce que tu la donnes? Parce qu'en fait, tu fais du troc, mais pourquoi tu la donnes? Ben parce qu'en fait, ça fonctionne comme ça. C'est pas toi qui fixes les règles du jeu. Tu fonctionnes selon les règles de l'argent, les règles de la monnaie. Et donc, la question, c'est, comme tu le rappelais, on entend souvent dire, ce n'est qu'un outil. Mais d'accord, mais c'est un outil pour faire quoi? Est-ce que tous les outils sont bons pour tous les usages? Non. Alors le problème, c'est que quand les gens s'interrogent sur le système monétaire, tout va bien, et puis ils regardent autour d'eux, et rien ne va. Mais ils font pas le lien entre les deux. Ça, c'est la grosse question qui est résumée par la petite caricature. Celui qui n'a qu'un marteau comme outil voit tous les problèmes comme des clous. Il fait ce qu'il peut, quoi, mais bon. Là, le truc, c'est qu'ils voient même pas de problème. Tu vois, ils les voient pas les problèmes là en l'occurrence. Bah, c'est-à-dire que si, il voit qu'il y a des problèmes dans la mesure où il cherche à réajuster à chaque fois le système. Donc c'est pour ça que toutes les mesurettes dont on a parlé, elles ont lieu sur ce terrain-là. Alors on se dit on va essayer de redistribuer un peu mieux, de remettre quelques lois en place, etc. Mais évidemment, ça change globalement rien. Mais ça permet de gagner du temps et de s'acheter une bonne morale aussi en même temps. Ça me fait penser à Sisyphe. Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la colline, et puis une fois qu'il est arrivé en haut, ben forcément il dévale de l'autre côté, quoi. En fait, c'est exactement ça. On ne peut pas atteindre une situation stable. Voilà, le système monétaire est inégalitaire, on ne pourrait même pas atteindre une situation d'égalité, donc il y aura toujours inégalité. Et l'inégalité n'est pas un principe social, en fait, c'est un principe antisocial. D'ailleurs, le pauvre très souvent rêve d'être riche, c'est pas pour c'est simplement pour passer de l'autre côté, c'est pas du tout pour rétablir le système ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on dit là ne concerne pas les riches, ça concerne tout le monde. Tout le monde a ces idées-là en tête, le riche aussi bien que le pauvre. Tu rappelais tout à l'heure que pendant les grèves, généralement, ce qui était réclamé, c'était de l'argent. Ben, c'est exactement ça. Les pauvres ne veulent pas sortir du système qui les rend pauvres. Ils veulent juste avoir de l'argent dans ce système-là. Sauf que, intrinsèquement, ce système rend les gens inégaux. Donc, même si les gens, tu leur accordes de l'argent, ceux qui sont en bas de l'échelle, par des systèmes de vases communicants, de proportions, etc., ils resteront en bas de l'échelle. Il est connu que, par exemple, quand on insuffle de l'argent dans l'économie, ben, les prix montent. Ce qui veut dire que si tu as eu une augmentation, ben, elle est bouffée par l'inflation. Donc, les pauvres vont rester pauvres. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et le pauvre qui se bat pour des augmentations, ce qui est légitime d'ailleurs, je dis pas que c'est pas légitime, mais au-delà des réclamations en termes de salaire, il faut peut-être qu'ils se battent pour quelque chose de plus solide. Se battre uniquement pour des augmentations de salaire, c'est voué à l'échec. Enfin, c'est pas voué à l'échec, mais c'est tous les ans on va recommencer. Ah bah c'est ça, bien sûr, mais c'est sans fin, mais ils le savent très bien d'ailleurs. Voilà. Enfin, ils s'en sont rendus compte en tous les cas, avec le temps. Bah, il serait temps, hein. Il serait temps, parce que les syndicats, pour l'instant, ils savent pas grand-chose à part ça, hein.
Ah, ça fait plus de 150 ans que ça dure, quoi. Voilà, c'est bon, il faut peut-être 150 ans de plus pour qu'ils comprennent. Donc, la monnaie avec les échanges est au cœur des rapports sociaux, donc c'est ce qu'on vient de voir. D'où le préjugé, pour beaucoup de gens, la monnaie est compatible avec la société. Alors évidemment, on n'a pas encore défini vraiment ce qu'est une société, mais avec ce qu'on appelle aujourd'hui une société, c'est-à-dire il faut 3 fois rien pour faire une société. En fait, on se pose même pas la question de ce qu'est une société. Voilà, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un État qui prend les choses en main, même s'il est libéral et qui prend les choses en main de manière uniquement régalienne, ça reste une société. Hein. Même si on ne connaît pas son voisin et tutti quanti, c'est pas grave. Même si entre les citoyens, il n'y a pas de rapports sociaux dignes de ce nom. Ouais. Société est un terme qui veut rien dire. Et inversement, quand tu essaies d'expliquer aux gens ce qu'est une société, ils veulent pas en entendre parler. Ça remet en cause tous ces mécanismes qu'on vient de voir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, ça remet en cause l'argent lui-même. Bien sûr. Donc, on a dit que la monnaie incarnait le droit d'échanger et d'accéder au marché, d'où un préjugé assez fort. Le droit d'accès au marché ne vient pas de nous-mêmes, il est extérieur. Ton droit d'accéder au marché, tu l'acquiers par ton devoir. Mais c'est pas toi qui l'as. Il est incarné par la monnaie. Par exemple, tu peux très bien travailler, si t'as pas de monnaie en retour, t'as pas le droit d'accès. C'est pas toi, en qualité de citoyen, qui a le droit d'accéder au marché. Bien sûr, bien sûr. C'est uniquement si tu as de l'argent. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu peux être un bandit, voler, cambrioler, etc. et avoir de l'argent et accéder au marché. Alors qu'inversement, le pauvre gars qui travaille, qui se casse le dos, lui, Oui, mais bien sûr, bien sûr. on le paye au lance-pierre et, ben, lui, il peut rien se payer. Quoi. Il se trimballe avec une bagnole toute pourrie. Il a une maison dans un HLM. Enfin, bref, en tout cas, le droit d'accéder au marché, c'est ça que je voulais dire. Il est extérieur à nous. Donc, c'est-à-dire, on a bien compris, donc ce n'est pas une qualité propre. Systématiquement, c'est matérialisé. Il faut l'argent et si on n'en a pas, on n'en a pas. Ou alors, si on en veut à tout prix, on tombe dans le crime, quoi. Le préjugé, c'est de croire donc qu'il doit être extérieur à nous, qu'il doit être limité, comme le fait la monnaie, qu'il doit être divisible en unités, etc., etc. En fait, on croit que les choses doivent être exactement comme elles sont dans le système. Là, on reprend les caractéristiques du système monétaire, tout simplement. C'est ça. Donc, un individu qui accède au marché, c'est toujours à un instant T. Puisque à un instant T, il a une certaine somme sur son compte qu'il va pouvoir dépenser en sachant que dans le mois, par exemple, il lui reste telle traite à payer, etc. Mmh. Déjà, ça veut dire qu'il est déjà même pas égal par rapport à lui-même dans le temps. Donc ne parlons pas d'égalité entre ses égaux, entre guillemets, qui n'existent pas, entre ses concitoyens. Et ça, évidemment, quelle que soit la source de l'argent. Donc, le droit d'accéder au marché est mesurable et limité, donc c'est un peu le corollaire de ce que tu viens de dire à l'instant. Donc là encore, on est en plein individualisme, évidemment. Une des conséquences en termes de préjugés monétaires, c'est de dire que, bien que les choses ne fonctionnent pas, l'homme est mauvais, mais pas le système. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui empêche vraiment de le changer, puisqu'on considère que c'est bien, que c'est la nature des choses. Bon. Voilà, on prend même pas en considération le système. On baigne dans un système monétaire, mais jamais on le considère. Il fait pas partie de l'équation. C'est l'argent qui mène le monde, c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Bah oui, mais des expressions avec l'argent qui illustrent que tout est dominé par l'argent, il y en a des quantités. Et pourtant, personne n'en tire les conséquences. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce système nous inculque sa logique, et comme on pense à travers cette logique, on ne peut pas remettre en cause le système lui-même. C'est ça. On a vu que la monnaie était indispensable pour tout, et ça sera le cas de plus en plus, puisque tout à l'heure, pour rire, on parlait de l'eau, l'eau potable. Les écologistes vont peut-être nous faire payer l'air pur, pourquoi pas. Donc c'est de plus en plus utilisé, et surtout avec la société moderne et spécialisée, puisque l'homme tout seul ne peut rien faire. Il est toujours dépendant des produits des autres. Notre savoir-faire et notre capacité à créer quelque chose de consommable immédiatement est proche de zéro, et pour tout le monde. Donc on est dans une société totalement interdépendante. Du coup, le sens de ce système est forcément l'argent, puisque c'est lui qui va faire le lien entre tout ça. En fait, c'est un gros paradoxe, ça. C'est que autant les rapports sociaux qui découlent de la monnaie sont totalement antisociaux,
autant le fait qu'il y ait interdépendance entre nous, puisque personne n'est autonome, dans l'absolu, on est une société. Mais les rapports sociaux sont faussés par l'argent. Il faudrait pas beaucoup, en fait, pour qu'on soit réellement une société. Ah, il y a beaucoup de choses qui changeraient quand même, mais bon. C'est-à-dire les comportements seraient tout à fait différents. Non, mais les comportements, c'est différent, mais dans l'absolu, on est en société. Mais, comme je l'ai dit, les rapports entre citoyens sont faussés par l'argent. En fait, il y a même plus de citoyens en réalité. Puisque, comme on dit dès le départ, il n'y a que des individus. Voilà, c'est ça. Il y a une société, mais il n'y a pas de citoyens, quoi, en fait. Mais, en fait, c'est une illusion. Et d'ailleurs, l'argent lui-même est une illusion. Ça n'existe pas, l'argent. La monnaie, ça n'existe pas. Ah, c'est ce qu'on a dit. C'était une abstraction qui a été créée comme ça parce que pour les besoins de faire une échelle, mais c'est tout. D'ailleurs, excuse-moi, mais d'ailleurs, c'est le point d'après. Pendant longtemps, la monnaie a été matérielle. Les hommes ont cru que la monnaie, ça existait. Quand tu as des écus en or ou des pièces en cuivre, tu as l'impression que ça existe, la monnaie. Or, on voit bien que avec l'évolution actuelle, la monnaie devient virtuelle. Et pourtant, ça fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que l'important dans la monnaie, c'est pas son support. C'est la croyance qui va avec. C'est la confiance qu'on accorde dans le système. Le système ne repose que sur ça, il ne repose que sur des croyances, que sur des convictions. Que la monnaie soit matérielle ou non, ça ne change rien. On a l'impression de connaître la monnaie, alors qu'on ne la connaît pas. On a l'impression de connaître le système monétaire, alors qu'on ne le connaît pas. Et on n'arrive pas à penser qu'en dehors de ce système, il puisse y avoir autre chose. Oui, puisqu'on les connaît. C'est ça les principaux, les 3 derniers préjugés en fait, qui découlent de ça. Mmh. D'ailleurs, on pourrait rappeler la définition que je donne de l'argent, parce qu'on ne l'a pas donnée. L'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Voilà, c'est ça qui est dans toutes les têtes. C'est vraiment le dénominateur commun. La croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. On comprend bien que de cette croyance découle la monnaie, qui met donc en œuvre le schéma du troc, et ainsi de suite, boule de neige, et on a tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, alors, la prochaine fois, on va essayer de faire le pendant des préjugés monétaires, à savoir les principes de l'ordre social. Qu'est-ce qu'une société, puisqu'on on disait systématiquement, c'est pas une vraie société, il n'y a pas de vrais citoyens, tous les rapports, on parle d'échange, mais tous les rapports sont purement individuels. Eh bien, on va essayer de voir effectivement que serait une société normale, on va dire, selon ce que tu appelais les principes de l'ordre social. Voilà. De la même manière que là, on a déroulé les préjugés monétaires à partir du fonctionnement du troc, puisque finalement, ça se résume à ça. Là, on va dérouler les principes de la société à partir de la raison d'être d'une société. Alors, on exposera tout ça et on va dérouler pour essayer d'exposer au maximum ce que doivent être les principes d'une société. Voilà. Voilà. Bon programme. Ok, donc c'était la première émission, on espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou envoyer un mail par le blog de Philippe pour dire ce que vous avez apprécié ou pas, si on peut s'améliorer. Et donc à la prochaine émission sur les principes de l'ordre social. Salut Philippe. C'est Jean-Yves.